Salut à tous et bienvenue dans ce 108e show en live. On va dire en live, mais on ment un petit peu. C'est du presque live, en léger différé, mais ça ressemble un peu au Burger Quiz et comme on adore ça, ben voilà, c'était pour rendre hommage à Alain Chabat. Non, c'est juste en fait qu'on n'a pas encore la fibre chez mon partenaire Blaise, mais ça va pas tarder, vous inquiétez pas, on va revenir en live. Vous pourrez envoyer des questions, ça va fuser tout ça. Mais n'hésitez pas quand même à balancer en commentaire ce que vous pensez, si vous avez même des questions pour Olivia et tout ça. Vous allez voir, elle est bloquée en Lettonie, elle a que ça à faire, elle pourra répondre à toutes vos questions après en différé. Donc voilà, mais bon, je vais présenter celui qui se prépare, celui avec qui j'ai roulé même un lundi. C'est pour vous dire s'il s'entraîne en semaine maintenant, avec deux motos différentes, deux Ça, temps, quatre temps, ça, c'est le 125. problème du live, tu vois. Ouais, On a Ah ouais, des, là, on a là des on a, invités on a, des, qui on a de débarquent. l'invité surprise. même en presque live, on a emmerdé. Bon, ben, en tout cas, j'allais passer à. Si je voulais savoir, Blaise, comment tu allais? Ça va très très bien, ça va très très bien. T'as bien introduit qu'on avait roulé un lundi, oui, c'est pas dans nos habitudes, mais ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui en presque live, un live différé avec Livia, qui est en direct pas d'ici quoi, assez loin. Donc Livia, Ah, excellent. tu vas nous parler un petit peu de tout ça. Nico, est-ce que je te laisse présenter Livia, présenter le team? Ah, bien sûr. Allez, Bien vas-y, sûr, on l'a vas-y, déjà eu vas-y. deux fois en live, c'est la troisième, mais on va la représenter. Allez, vas-y. Son palmarès n'a pas évolué, je crois, beaucoup depuis la dernière fois, mais elle a été deux fois championne du monde. Pour ceux qui ne le savent pas, deux fois championne du monde de motocross. C'est pas rien, on aimerait tous l'avoir dans notre CV. Et deux podiums en tant que jeune team manager, j'ai envie de dire. Je pense que le troisième podium, troisième live avec MX Réflexion, le troisième podium va pas tarder à arriver. C'est Livia Peut-être Lance. pour les podiums, mais il y en a 5 des podiums quand même. Ah, tu vois, Ah, t'as On pas va pas dire révisé. en métaphorique. Il a pas bien révisé, il T'as a pas pas bien révisé. révisé. Mais oui, c'est bon, ça. bah, T'as c'est pas pas grave, c'était révisé. champion des 63. 3 podiums avec Lorenz et 2 avec Evans quand même. Ah ouais, pourquoi j'en étais resté à deux, moi? Bah ouais. Ah bah je Ouais, sais c'est deux pas, pilotes t'as différents, pas quoi. compté. Pardon? C'était juste deux podiums avec deux pilotes différents. Mais c'est pas grave, il va y avoir un troisième pilote Voilà, bientôt sur c'est le ça. podium. Exactement. J'espère bien. Bon, J'espère comment bien. ça va? Comment ça s'est passé ce mardi, mercredi assez insolite à Kegums? Bah écoute, ça va, ça va. C'est vrai que c'est assez insolite, comme tu disais. Nous, on est arrivé en Lettonie jeudi dernier. Et on est là encore pour une semaine, donc assez particulier. Mais du coup, dans l'ensemble, c'est pas vraiment les résultats qu'on attend. Clairement, je vais pas dire que je suis contente des résultats parce qu'encore aujourd'hui, bah, on a Nathan Crawford qui nous fait 2 DNF et Bailey qui rentre tout juste dans les points. Donc c'est pas pour ça qu'on est là. Maintenant, voilà, il y a pas mal de positifs. Il y a Axel qui s'est qualifié, Axel Louis qui se qualifie hier à l'Europe pour la première fois. Donc ça nous a fait très plaisir et à lui aussi, ça l'a bien libéré. Il a fait des belles manches avec des bons tours en manche. Donc malheureusement, bah, il était loin sur la grille. Donc mauvais départ, il s'est fait pousser forcément, mais il avait une vitesse qui lui aurait permis de mettre quelques points, tu vois, si tout s'était bien passé. Donc ça, c'était vraiment positif. Après, Nathan, ce matin, qui foire ses temps chrono, il a beaucoup de mal à se mettre dedans dans les temps chrono. Et puis là, on est sur un timetable, je l'ai en anglais, sur des horaires Planning? vachement. Ouais. Ouais, le planning est vachement réduit ils font 15 minutes d'essai libre et ils enchaînent tout de suite avec les chronos. Donc c'est vrai que lui, il aime bien, tu vois, quand il a le temps de s'arrêter, on a le temps de rediscuter un peu. Donc il a un peu galéré ce matin en chrono, il fait 21e. Il a sauté sous drapeau jaune, donc ils l'ont pénalisé. Donc il rentre vraiment loin sur la grille. Malgré tout, il sort des bons départs et ça roulait bien. Ça roulait top 10, ça se battait avec des mecs comme Beaton. Tu vois, c'était beau, mais ça n'a pas été au bout. Il est tombé. Il a, je pense, un petit peu trop poussé la limite et il tombe les deux manches. Donc, il rentre au parc. Et Bailey, qui a tout juste 18 ans, qui devrait normalement faire une année d'Europe pour voilà, continuer d'apprendre un petit peu. Et il a voulu rouler en MX2 tout de suite. Donc, c'est vrai que pour lui, c'est un peu difficile parce que physiquement, tu sais, à 18 ans, t'es pas encore vraiment prêt. T'es pas comme bah, les autres de 20, 22 ans. Et donc, il a la vitesse, lui, c'est sûr. Mais bon, après 10 minutes, tu vois, il commence à craquer et il se fait un peu malmener pour rester dans les points. Donc, voilà, le résultat est pas ouf. Mais bon, ça, je pense que ça va venir. Et cette année, c'est un peu spécial du coup, avec des grands prix en semaine. Qu'est-ce qui change par rapport à l'organisation pour toi, pour le team, pour même les autres teams? Comment ça se passe pour vous tous quand on parle un peu de l'inside? Bah écoute, honnêtement, pour moi, de faire 3 grands prix en un comme ça, c'est moins d'organisation. Parce que déjà, entre personne roule, il n'y a pas d'entraînement. On est tous ici sur place puisque les pilotes, ils ont une maison qui est vraiment pas très loin de la piste. Donc ils ont une maison, ils sont là pour les 15 jours. Nous, ça nous fait monter toute la structure qu'une seule fois, déplacer la structure une seule fois. Donc honnêtement, il y a un peu plus de boulot en amont qu'un Grand Prix classique, parce qu'au lieu de prendre une chambre d'hôtel, de pas trop galérer, bah là, faut que tu trouves une maison, tu vois,
Ça, c'est un poil plus long. Mais par contre, voilà, j'ai un poil plus de travail que pour un Grand Prix, mais là, je le fais pour 3. Donc au final, c'est quand même assez simple à gérer. Après, bon, c'est sûr que c'est un poil moins drôle parce que tu vois, là, on est quand même bloqué, quasiment bloqué sur la piste à Kegums ici pour 15 jours, quoi. Donc il y a mieux quand même pour les vacances. Donc, du coup, entre deux courses, par exemple, si le pilote a besoin de faire du testing, si le pilote a besoin de, enfin, je sais pas, de tester quelque chose sur sa moto, est-ce que c'est possible ou pas? Oui, si vraiment il y a besoin, on peut. Nathan a été roulé le vendredi avant le premier Grand Prix, par exemple. Donc on peut. Il y a une piste qui est pas très très loin ici, mais en fait c'est surtout qu'on n'a pas le temps parce que ça roule samedi, dimanche, mardi, mercredi et de nouveau samedi, dimanche. Donc tu vois déjà entre le dimanche et le mardi, on n'a qu'une seule journée. Cette journée-là, on est obligé de repasser les motos, par exemple d'Axel au contrôle technique. Et pareil, en fait, là on n'a que demain qui est réellement off, où il y aura rien du tout à faire, sauf les tests Covid, parce qu'on est obligé de tous repasser les tests. Donc demain, on va tous aller faire la queue là pendant des heures à passer les tests Covid. Et après, vendredi, on recommence les contrôles techniques. Donc, au final, on n'a pas tant de temps que ça pour faire autre chose. Tu apprécies ce format de course sur une seule journée? Bah, tu disais tout à l'heure que c'était pas très favorable à tes pilotes qui connaissent pas tous les circuits encore. Mais du coup, toi, en tant que team manager, tu penses que à l'avenir, pourquoi pas? Est-ce que ça t'intéresserait d'avoir ce format de course? Ouais, c'est sûr que moi, en tant que manager, j'aime vraiment bien parce que déjà, ça me permet de me concentrer le samedi sur l'Europe et le dimanche sur le MX2. Tu vois, ça évite un petit peu de courir avec les deux catégories toute la journée. On a plus le temps de s'occuper de chaque catégorie. C'est quand même plus simple à gérer, c'est même au niveau du staff et tout, parce que du coup, on a les mécanos qui sont là pour l'Europe, qui peuvent aider pour les MX2 et inversement. Donc, on a besoin de moins de monde, en fait, au même moment. Donc, en termes de budget, c'est plus intéressant de faire ça sur une journée. Après, c'est vrai que pour les pilotes, à la limite, pour des pilotes qui ont déjà fait 3-4 saisons de Grand Prix, qui connaissent la piste, ça va. Mais c'est vrai que nous, pour les Australiens qui connaissent pas du tout la piste, t'arrives là, on te jette d'entrée de jeu aux essais libres et au chrono. T'as très très peu de temps pour te faire à la piste, tu vois. Même si t'as besoin de changer un peu les suspensions, changer quelque chose, ben c'est vite passé quand même la séance. Ouais, le voit, si on parle vraiment de ce qui s'est passé autant ce week-end qu'aujourd'hui, en fait, on a un circuit, alors tu m'arrêtes si je me trompe, mais de ce qu'on a vu à la télé, c'est un circuit avec une terre assez difficile, dans le sens où c'est sablonneux sur le dessus, très dur sur le dessous, qui font des trous très cassants. On voit que les pilotes ont eu pas mal de difficultés physiques, des difficultés en termes de frayeur, on va dire, de chute. Comment ça s'est passé toi pour tes pilotes et qu'est-ce que tu as vu d'un point de vue extérieur sur les 450? Bah nous, c'est exactement comme tu dis, c'est une piste qui est sablonneuse sur le dessus, mais vraiment très très dure dessous. Il y a un peu de cailloux qui ressortent, même si on les voit pas trop à la télé, mais il y a quand même quelques petits galets là qui arrangent pas les choses. Et malgré tout, c'est rapide. Donc en fait, ça fait que les pilotes ils glissent un peu sur le dur là, tu vois, avec des trous mous par endroits parce qu'il y a quand même le sable, et ça fait quand même des trous cassants à d'autres endroits. C'est honnêtement, j'ai jamais roulé ici, mais ça a l'air d'être horrible. Franchement, quand tu es au bord de la piste, ça donne pas Ça du donne tout pas envie. envie. Ouais. Non, ça donne pas envie. Et comme tu le dis, physiquement, on le voit avec Nathan. Nathan qui est quand même très très solide physiquement. On l'a vu à Majesque, à l'élite. Voilà, en fin de manche, il est encore vraiment bien alors qu'il faisait chaud et tout. Là, tu sens qu'en fin de manche, il commence à avoir du mal. Euh, mais parce qu'en fait, je pense qu'il y a toute cette partie où ils sont obligés de se concentrer beaucoup plus avec tous ces trous cassants, tous ces pièges, et ce qui fait que ça les fatigue vraiment. Et il y a de la chute. Clairement, il y a beaucoup de chutes. On a vu beaucoup de chutes, même des premiers pilotes, en fait. Tu vois, Gertz, le nombre de fois qu'il est tombé, Hofer qui est tombé encore là en manche aujourd'hui. Moi, Nathan, il tombe les deux manches. Voilà, dans les mecs de devant, ça tombe beaucoup. Et oui, après, pour revenir sur ce que tu disais, j'ai été voir les manches 4,5 et c'est vrai que tu vois que les pilotes, ils sont sur des œufs, quoi. Tu vois pas une vraie attaque, des gros scrubs, tu vois pas des attaques, un externe un peu où tu tentes le tout pour le tout. Là, tu sens que tous, ils font quand même bien attention, quoi. Ça se double pas vraiment au final. Là, j'ai pas vu la deuxième manche 4,5 aujourd'hui, mais j'ai vu la première. Honnêtement, il se passe pas grand chose, quoi. Tu sens qu'ils sont plus là à se dire, bon, on va finir la journée, on va essayer de sauver les meubles et on verra la course d'après, quoi. Donc, Ouais, tu sens bien que c'est la piste, quoi. ça, ça se joue à un fait de manche aussi, comme tu disais, au physique, hein. C'est vrai c'est ceux qui font des Voilà, erreurs, qui laissent la place aux autres, hein, exactement. et au physique aussi, quoi. Exactement, ça se joue au physique et au fait de course, mais tu vois pas vraiment une grosse remontée où le pilote. Alors, si, bon, Erlings a fait des belles remontées et tout, mais tu regardes un Geyser,
au final, voilà, il n'a pas réussi parce que dès que tu veux jouer un peu avec la limite, et ben en fait la piste, elle te remet à l'ordre assez rapidement quand même. Ouais, Geyser qui a chuté aussi, il me semble, à deux Ouais. reprises. Ouais. Donc du coup, voilà, comme tu disais, c'est vrai que quand on prend des risques, on risque aussi de chuter et ça paye pour certains, moins pour d'autres. On a vu au niveau de nos Français, bon, Tom Vial qui fait 2 quatrième place, Mathis Mm. Boramé avec un bon rythme qui a réussi à passer Tom Vial. C'est une surprise. Est-ce que toi tu l'attendais à ce niveau-là? Mais on sait que Mathis est très rapide. Hein. Je veux dire, ça fait quand même des années que Ah, petite coupure. qui fait qui fait des bons résultats, que ce soit en championnat d'Europe ou en mondial. Souvent, c'était un petit peu le physique, je pense, qui arrive à l'affaiblir un peu en fin de manche. Là, je pense là, il va avec un vrai entraîneur comme Marc de Rover, ben voilà, je pense qu'il a pas trop et au final, on voit que ça paye quoi. Le résultat est... Ah, c'est bon, Olivia? C'est Ouais, on bon, t'avait ouais. perdu. On t'avait perdu un peu, hein. Ouais, Ça a un peu ouais. coupé de ton côté. Ah Ouais, d'accord. c'est bon, on a compris l'essentiel sur Matisse et ça me donne envie de rebondir là-dessus. Toi, tu as embauché deux jeunes Australiens. Oui. En voyant le réservoir là, qui commence à sortir en Europe, MX2, en Europe 250 et en MX2, est-ce que à terme on pourrait voir des Français dans ton team? Oui, moi j'aimerais bien, hein, clairement, j'aimerais bien avoir des Français. Et c'est sûr que quand je vois les résultats d'un Thibaut Bénistan ou d'un Tom Guyon, c'est clairement des pilotes que j'aimerais avoir sous le haut vent. Après, voilà, on sait que il y a le côté français, le côté les pilotes que j'aime bien parce que je les connais depuis très longtemps. Et puis après, il y a le côté business de la chose qui fait que bah, c'est des pilotes qui sont déjà sous contrat pour plusieurs années. Et voilà, c'est difficile de réellement aller chercher des jeunes comme ça. Avec Honda, on a malheureusement quand même le problème de ne pas avoir de 125. Donc c'est vrai que des pilotes que tu peux prendre jeunes en 125 et les garder progressivement pour les monter en MX2, nous on peut pas vraiment le faire. On peut prendre des pilotes à l'Europe MX2, mais tu vois c'est déjà des pilotes qui sont sous contrat. Un Thibaut Bénistan, je sais pas exactement, je voilà, je voudrais pas dire de bêtises, mais je pense qu'il est sous contrat avec Yamaha pour plusieurs années. Il avait dû signer un contrat de 5 ans, tu vois, quelque chose comme ça. Donc c'est difficile après d'aller les rechercher. Et est-ce que Honda t'autorisera à faire ce que fait Bud Racing avec Quentin Prunière, d'avoir une KTM rouge par exemple? Non, on a essayé, ça marche pas. Après, il y a Blaise qui a une 125 de 2004, si tu veux, CR, mais bon, c'est que C'est- ça va être Bah, compliqué. après, sinon, on peut embaucher Blaise pour faire l'Europe 125 avec Si, sa CR de. si tu veux, moi, y a pas de souci. Je te promets pas le résultat, mais bon, peut-être quelques images à la limite. Voilà. Non, mais c'est vrai que ce serait bien voilà, ce serait bien de pouvoir commencer à prendre quelques pilotes en 125 et les monter progressivement pour les avoir en MX2. Mais voilà, Honda ne nous autorise pas le mouvement que fait, voilà, ce que fait Bud Racing. Nous, on a clairement pas eu le droit de le faire. On a demandé et on n'a pas le droit. D'accord. Et au niveau et à ce niveau-là, au niveau de Honda, est-ce que c'est eux aussi qui ont pris la décision de mettre Bailey en MX2 directement sans passer par l'Europe ou c'était un commun accord tous ensemble? Je pense que c'était plus un choix de sa part. D'accord. Nous, clairement, on cherchait deux pilotes MX2 parce on n'a pas de vrai budget pour aller gagner l'Europe. Donc de le mettre à l'Europe, ça, pour nous, c'était pas forcément très intéressant. Donc nous, on cherchait deux pilotes MX2, mais lui voulait principalement rouler en MX2 de toute façon. Il n'était pas, pour eux, c'était pas dans les plans d'aller faire une année d'Europe. Donc après, on le conçoit et je pense pas que ce soit une erreur en soi. C'est juste que c'est là où tout à l'heure je disais que les résultats sont pas forcément négatifs parce que voilà quand tu regardes tout ce qu'il y a autour de Bailey quand il est arrivé en Europe, l'âge qu'il a, le peu d'expérience qu'il a à ce niveau de compétition, clairement les résultats sont corrects en fait par rapport à tout ça. Et comment est le moral par rapport à Bailey? Parce que c'est pas évident d'être dans un team où on est le numéro 2 parce qu'actuellement il roule peut-être un peu moins vite que Nathan. Il est plus jeune, il a un peu moins d'expérience. Comment il le vit lui ça? Est-ce que tu penses que ça le motive à aller plus loin ou au contraire des fois il a un peu de mal avec ça? Bah, je pense que Bailey a quand même ce truc d'être champion du monde 125. Donc, dans sa tête, il est très fort. Et chez nous, il n'y a pas de pilote numéro un, numéro 2. Oui, c'est sûr que Nathan, jusqu'à maintenant, a fait de meilleurs résultats. Mais par exemple, Bailey sait très bien que Nathan est en dernière année d'MX2. Donc, en théorie, nous, on ne garde pas Nathan l'année prochaine.
S'il y a quelqu'un qu'on doit garder l'année prochaine, c'est Bailey. Donc, si tu veux, même si il fait des moins bons résultats, il sait aussi que pour le futur, on va plus miser sur lui. Et moi, je fais vraiment très, très attention à ce qu'il n'y ait pas de différence entre mes 3 pilotes, même quand il y a Axel. Je veux dire, voilà, forcément, Axel est un pilote de l'Europe, donc il n'a pas le même matériel, il n'a pas la même. C'est pas la même attention, parce que justement, il a la même attention, mais voilà, on fait des différences obligatoirement par rapport à la catégorie. Mais j'essaye toujours de m'arranger, voilà, pour que je vais voir les 3 pilotes pareils, on s'occupe, et moi et tout le reste de l'équipe. Voilà, il n'y a pas de non, écoute, t'as moins bien roulé, on viendra te parler demain, quoi. Je dirais, il n'y a pas de numéro 1, numéro 2, numéro 3. On a 3 pilotes et on s'occupe des 3 à 100%. Eric Au Sorby, là, niveau donc là. du. Vas-y, du coup. Ouais, ouais. Bon, non, vas-y, reste sur l'aspect sportif, j'allais passer sur autre chose. Ouais, juste sur l'aspect sportif pour terminer sur ça, Eric Sorby est au milieu, du coup on l'a vu tout à l'heure apparaître à l'écran. Ouais. Comment il gère ça lui? Comment il gère cette cohésion? Parce que là du coup vous devez être en cohésion, étant donné que vous êtes tout le temps ensemble pendant cette semaine et plus ce qui va venir. Comment ça se passe? Ouais, c'est sûr que c'est pas facile, hein. C'est pas facile à gérer pour Eric parce que voilà, il faut justement garder cette cohésion et ça, c'est quelque chose qu'il doit faire à plein temps. C'est-à-dire que au sport, on les met en concurrence, à l'entraînement, on les met en concurrence, le jour des courses, ils sont en concurrence et malgré tout, il faut qu'on garde cet esprit d'équipe parce que sinon, tu peux plus les mettre en concurrence à l'entraînement. Le jour où ils s'entendent plus, et ben à l'entraînement, ils refusent entre guillemets d'aller faire des manches ensemble ou donc c'est là où on doit tous être malins justement, aussi bien Eric que le préparateur physique pour quand on les fait quand on les fait bosser tous ensemble, il faut garder une bonne mentalité. Donc là, c'est à nous de surveiller. Tu vois, dès qu'il y a le moindre truc, il y en a un qui a laissé traîner ses affaires, ça fait chier l'autre, ou à l'entraînement, il y a une porte qui a été fermée un peu trop, voilà, c'était un peu limite, ou un dépassement un peu limite. Bah, là, tout de suite, on remet les choses à plat, on fait parler tout le monde, et tu vois, on fait un peu assistante sociale et on s'arrange pour que voilà qu'il y ait une bonne ambiance. Mais c'est vrai que pour Eric, c'est un gros boulot de surveiller tout ça justement et de s'assurer que tout le monde s'entende bien parce que là ils vivent dans la même maison pendant 15 jours donc voilà, c'est une colocation entre jeunes, un qui a la copine, l'autre qui a le papa, c'est pas facile. Ouais, pas simple quand il faut prendre en compte le fait qu'il y ait une personne qui a le moral en bas parce qu'il n'a pas fait de bons résultats, l'autre qui est un peu plus. C'est pas simple, c'est pas simple à gérer. Non, c'est pas facile. Après, voilà, ça, j'ai envie de dire que c'est plus un problème de la vie de tous les jours que réellement le team, en fait. On doit plus gérer des ados qui vivent ensemble et essayer de faire un brin d'éducation, entre guillemets, même si c'est pas notre rôle. Mais là, voilà, c'est plus ça, c'est ce qu'on fait, quoi. D'accord. Ma question, c'était par rapport à ce nouveau format, au remaniement du calendrier MXGP. Peut-être qu'il y aura encore des mouvements d'ailleurs, parce qu'avec cette histoire de Covid, on voit plein de choses qui bougent en France et dans tous les pays du monde. Donc on ne sait vraiment pas encore, c'est rien n'est figé au final. Est-ce que déjà il y a des conséquences financières? Alors j'ai envie de poser la question de manière générale, que ce soit pour Infront, qui est le promoteur des MXGP, pour les teams. Est-ce que les partenaires ont donné moins d'argent? Est-ce que tout est maintenu? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, pour Infront, je sais pas exactement. On n'a pas forcément d'infos, mais ils ont forcément moins d'argent qui rentre puisqu'il y a moins de courses au calendrier. Donc, alors après, c'est un peu comme nous. Nous, on a des sponsors qui ont baissé les contrats. On a donc eu au prorata du nombre de courses, on a eu des avenants au contrat. Voilà, il y a plein de choses qui sont passées. Pas tous les sponsors, heureusement, il y en a qui jouent le jeu jusqu'au bout. Maintenant, voilà, il y a aussi le fait que on a moins d'argent qui rentre, on a moins de courses. Donc, si tu veux, à un moment donné, j'espère en tout cas, parce qu'on n'a pas encore toutes les informations, hein, forcément, on ne sait pas exactement le nombre de courses qu'on va faire, donc on ne sait pas exactement jusqu'à quel point les sponsors vont nous baisser les budgets, par exemple. Mais en théorie, ça devrait s'équilibrer. Dans la mesure où on a moins de frais, on touche moins d'argent, tant que ça s'équilibre, en fait, ça va. Mais c'est vrai que c'est quand même une situation qui est difficile à gérer pour tout le monde et inconnue, quoi, parce qu'en fait, qui aurait pu prévoir que ça allait se passer comme ça? Ouais, surtout toi, en tant que team manager, je suppose que cet équilibre, tu dois le regarder en permanence, quoi. Bon, ok, il y a certes moins de Grand Prix, il y a peut-être moins d'argent qui rentre, mais il y en a moins qui sort aussi parce que bah, là, vous êtes sur place en Lettonie, il y a moins de trajets, mais il y a les hôtels. Enfin, tout ça, c'est toi qui dois le calculer, je suppose. Oui, voilà, c'est quelque chose que nous, on calcule au fur et à mesure, mais comme je te dis, le problème, c'est que on est dans le flou parce que on ne sait pas exactement combien de courses on va faire. Donc là, on est un peu à l'aveugle quand même. C'est difficile. C'est vraiment difficile.
Comment ça s'annonce pour vous pour la suite, pour les pilotes? Ils sont dans un état d'esprit positif. Comment ça se passe pour eux? Bah là aujourd'hui, non clairement, quand tu vois la journée qui s'est passée, enfin la journée qu'on a eue, Nathan était loin d'être positif. Bailey c'est pareil, il a quand même pris encore une petite claque aujourd'hui, tu vois, en partant bien, en étant dans le bon rythme et en finissant par se battre à la 19e place. Voilà, aucun des deux n'est réellement dans un état positif, mais c'est là à nous de faire le boulot et de leur dire bon bah c'est une mauvaise journée, ça arrive à tout le monde dans un championnat de 20 courses. Voilà, tout le monde a au moins une mauvaise journée, donc c'est pas très grave, mais il faut rebondir quoi. Donc, mais là, clairement, ils sont pas dans un état d'esprit qui est très très positif. À part Axel, qui lui, par contre, a fait une belle journée hier. Donc forcément, lui, ça va bien et il espère de tout cœur faire pareil samedi quoi. Tu les vois plus à l'aise Et sur puis, quel type de circuit, toi? Sur des types de circuits un peu plus aériens, un peu plus en terre classique comme on retrouve dans le sud de la France, ou plutôt sablonneux? Alors, je dirais que Bailey est assez polyvalent. Il roule très très bien dans le sable et il est aussi très aérien, donc ça m'inquiète pas pour les pistes vraiment terre un peu sud de la France, etc. Après Nathan, techniquement, il est un peu moins bien que Bailey, donc lui c'est plus au physique qui va aller chercher quelque chose. Donc là, je vois bien des pistes. Voilà, des pistes, tu sais, meubles avec des grosses ornières où là, c'est, voilà, justement, c'est difficile. Que physiquement, toi, tu as des gros freinages, des grosses accélérations. Je pense que ça lui convient un peu plus. Et c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, tu vois, il tombe les deux manches. Parce qu'aujourd'hui, on est plus sur une piste où il faut quand même être un peu malin, être un peu sur des œufs et techniquement jouer avec la piste. Et voilà, ça lui correspondait pas forcément. comment ça se passe? Parce que là, clairement, pour Bailey, on sait d'où vient le problème. Enfin, vous savez d'où vient le problème, c'est le physique. Il a la vitesse, il a la technique, il a tout ce qu'il faut, il est jeune, il est fougueux. Voilà, physiquement, il a du mal à terminer ses manches. Et comment vous travaillez du mercredi au dimanche là pour améliorer ce point faible? C'est compliqué. Non, mais là, tu peux pas améliorer du tout parce que là, du mercredi au dimanche, la seule chose qu'il a à faire, c'est de la récupération. C'est pas maintenant qu'on va aller lui faire travailler son physique. Clairement, c'est impossible. Là, on se retrouve quand même avec 3 journées énormes de moto en l'espace de 7 jours. Donc tu peux pas leur demander d'aller faire du sport en plus. Là, la seule chose qu'ils vont faire, c'est de la récup, un peu de footing, tu vois. À la limite, un petit intervalle training assez court le jeudi ou le vendredi, en fonction de pour qui c'est. Tu vois, Axel, il peut faire déjà quelque chose demain. Les autres, ce sera vendredi. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de court. Hein. Là, clairement, on n'est plus dans, on peut rien faire. Avant la prochaine course, on peut rien faire. Et du coup, mentalement, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous lui dites? Vous lui dites, bon, ça va se passer pareil ou il y a quand même des techniques pour que ben, ça se passe mieux en fin de manche? Non, parce qu'en fait, déjà, le fait de faire des courses, si tu veux, il était mieux aujourd'hui que ce qu'il était dimanche dernier. Alors que c'est pas comme si on avait fait de la préparation physique en 2 jours. C'est juste que le fait de rouler et de se mettre dans le rythme, ça l'aide. Donc, clairement, là, aujourd'hui, c'était déjà bien mieux que dimanche et ça va être mieux le week-end prochain, normalement, si tout va bien. Si tu veux, il va pas plus craquer le week-end prochain. Donc, ce qu'il a fait aujourd'hui lui sert. Donc, non, je pense que, voilà, dans sa tête, il sait qu'il peut mieux faire. Et puis après, ça tient à pas grand-chose. Tu sais, il suffit qu'il parte bien. Il suffit qu'il parte bien et qu'en début de manche, il arrive à se lâcher un petit peu. Et les écarts, ils sont principalement en début de manche. Donc voilà, s'il fait un bon départ et qu'il tient un tout petit peu plus que d'habitude, bah, au lieu de faire 19, il va peut-être faire 12-13, tu vois. Donc ce sera là vraiment positif. Là, si on sort un peu du côté sportif, on sait que tous les pilotes sont pas très loin de Kegums. Vous êtes tous allez, dans un rayon, on va dire, de 20 km du circuit. Comment ça se passe? Est-ce que ou allez, peut-être 40 km du circuit? Est-ce que À 1 heure. ouais, Une heure, parce qu'à 5, il n'y a pas grand-chose. Mais... à 1 heure en gros, est-ce que vous vous retrouvez avec d'autres teams pour sortir, pour faire du sport, pour manger au resto? Est-ce que ça se passe comme ça ou au contraire, est-ce que vous êtes cloisonné entre teams et que vous voyez pas du tout? Ben là, nous, clairement, on reste sur la piste. Donc, moi, je reste sur place. Tout mon staff ici reste sur place. Il n'y a que les pilotes qui sont dans une maison. Donc, nous, oui, ça se rejoint un peu le soir. Après manger, tu vas discuter au team d'à côté parce que tu as tel mécano qui travaillait chez moi avant. Donc, je vais aller parler un peu avec lui et ainsi de suite. Donc là, on se rejoint un peu comme ça. Demain, on a une journée complètement off. Donc, en fonction du travail sur les motos qu'ils sont en train de faire,
si on a un peu de temps, ben, on va essayer de sortir un peu d'ici, d'aller peut-être à Riga, où apparemment il y aurait une plage assez sympa après Riga, mais il y a 1h30 de route et ils annoncent de la pluie demain, donc Pas de chance. donc je pense que pour la plage c'est raté. Mais oui, on essaye forcément d'avoir une vie sociable comme tout le monde si tu veux. Après les pilotes, c'est un peu plus difficile pour eux parce que déjà ils sont un peu tributaires de nous en termes de véhicules. Donc comme ils sont jeunes les deux, ils peuvent pas louer de voiture de location, enfin les trois même. Donc si tu veux, ils sont un peu tributaires de nous, mais voilà, après tu sais, ils arrivent toujours à se débrouiller et à se voir dans les journées off comme ils font quand on est à l'atelier de toute façon. Donc oui, on essaye tous d'avoir un peu une activité sur les journées où on n'est pas ici. Ouais. Du coup, tu nous l'as raconté un petit peu tout à l'heure en off, tes parents ont repris du service avec le camping-car? Ouais, mes parents ont repris du service, donc c'est vrai que bon, bah, pour ceux qui me connaissent bien, ils savent que mes parents ont quand même assez mal vécu l'arrêt de ma carrière. Donc, bon, ça leur a passé, maintenant ça va mieux, mais c'est vrai que ils sont super contents quand ils peuvent reprendre du service. Et là, malheureusement, avec le Covid, c'est vrai on a beaucoup de restrictions au niveau des passes. On a beaucoup moins de passes que d'habitude, donc beaucoup moins de personnes pour le staff. Et ce qui fait que Honda ne peut pas amener l'hospitality qu'on a d'habitude pour manger. Qui sert aux invités, mais qui nous sert surtout à nous pour manger midi et soir. Donc c'était un peu compliqué parce que c'est vrai que la restauration sur place, c'est souvent assez cher. Donc tout le staff mangeait pendant 15 jours. C'est vrai que ça faisait beaucoup de frais, donc on a préféré envoyer le petit camping-car de mes parents et c'est maman qui fait à manger pour tout le monde midi et soir. Donc ça lui fait un peu de boulot parce qu'on est quand même on est 10 en tout, sans les pilotes. On est 10 sans les pilotes et les accompagnateurs, juste le staff. Donc c'est vrai qu'elle a un peu de boulot, mais voilà, ils sont contents, ils sont en Lettonie avec nous et ça leur permet d'être sur 3 grands prix d'un coup, donc c'est sympa. D'accord. Bon, Ouais. du coup, tu n'étais pas prête de revenir sur une moto, quoi. Ah non, ça c'est pas prévu. Moi, je pense. Au niveau de Honda, le fait qu'il n'y ait pas de Honda sur le podium, vous êtes le team officiel Honda en MX2. Est-ce qu'il y a une certaine pression de ne pas avoir de moto rouge sur le podium où ils comprennent que vous récupérez des jeunes, il faut les former et on prépare l'avenir? Ouais, alors voilà, non, pas du tout parce que nous on est clairement là pour former des jeunes. C'est notre mission première et c'est vrai que nous l'objectif c'est d'aller les mettre top 15, top 10. Et normalement c'est le rôle du HRC d'avoir des pilotes en MX2 pour faire des podiums. Il se trouve que le HRC a décidé de ne pas prendre de pilotes 2,5 cette saison. Mais normalement, voilà, c'est le rôle du HRC de mettre les pilotes sur le podium. Le rôle du team réellement Factory. Nous, on est officiel MX2 au même titre que Aston Motor. Mais on dépend de Honda Europe et pas de l'usine directement. Donc, nos budgets ne nous permettent pas d'acheter des pilotes capables de faire des podiums, tout simplement. On a des motos qui sont compétitives quand même. Mais on n'a pas les pilotes du podium. En parlant de ça, vas-y. Dernière question par rapport à ça, Lydia. Tu as quand même envie, j'ai écouté ton interview sur MIGP TV, là, c'était ce week-end ou quelque chose comme ça. Ouais. Tu as quand même envie d'être championne du monde en tant que team manager. Est-ce que c'est possible avec ton team, peut-être pas avec les pilotes cette année, c'est sûr, mais est-ce que à moyen terme, court terme, c'est possible? Oui, alors c'est sûr que j'ai envie d'être championne du monde en tant que team manager et au même titre que je crois que les deux pilotes que j'ai à l'heure actuelle pourraient faire un podium. En MX2, c'est vachement ouvert. Il suffit qu'ils soient les deux qu'il y en ait un des deux qui soit dans un bon jour au bon moment et ça peut faire un podium. Pour l'instant, on en est loin, clairement, mais ils en ont les capacités. Donc après, être championne du monde en tant que team manager, oui, c'est possible. À court terme, non. Moyen terme, je l'espère. Sachant que mon team il a 3 ans, je peux pas non plus demander à Honda aujourd'hui de me faire confiance et de me donner des gros budgets pour avoir des pilotes capables de gagner un championnat du monde. Aujourd'hui, les pilotes qui sont sur le championnat du monde, c'est quand même des teams qui sont là depuis beaucoup plus d'années que moi et c'est pour ça que patiemment, on va dire, j'apprends chaque année et voilà, j'essaye moi aussi de faire grandir le team, d'être de mieux en mieux. Et j'espère qu'un jour j'aurai les budgets HRC avec des très très bons pilotes en MX2 pour éventuellement jouer un titre. Je l'espère, à court terme, moyen terme. Et justement, ma question c'était par rapport à ça. Qu'est-ce qui se profile pour toi pour l'année prochaine? C'est compliqué cette année parce qu'il y a eu le Covid, tout est un peu repoussé, mais d'habitude mi-août,
Est-ce que tu commences à avoir une idée des pilotes que tu pourrais aller chercher en Australie, en France ou en Europe pour l'année suivante? Donc oui, c'est sûr que là, tout est un peu décalé. Normalement, mi-août, on a déjà bien parlé de tout ça. Là, on débute tout juste. Bah, en fait, on a commencé là depuis qu'on est en Lettonie à parler un petit peu de ce que veut faire Honda parce qu'on savait pas trop. Donc on sait déjà que l'année prochaine, en fait, va être au moins aussi compliquée que celle-là en termes de budget parce que bah, forcément, ça va se répercuter. Donc on commence à avoir quelques idées sur ce qui va se passer, mais c'est vraiment flou. Nathan est obligé de monter en 4,5 et nous on n'est pas un team 4,5 donc c'est un petit peu compliqué de ce côté-là. Bailey, comme je le disais, il est jeune et il a un futur qui est devant lui, donc on espère fortement pouvoir garder Bailey. Mais tout ça c'est assez flou. Axel qui commence à bien rouler à l'Europe, j'aimerais aussi pouvoir le garder avec nous en championnat d'Europe l'année prochaine. Et tout ça c'est en cours de négociation. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué. On a quand même aujourd'hui pas mal d'interrogations avec le Covid qui font que ça complique les choses. Mais après, voilà, sur du moyen terme, Honda est content du travail qu'on fait. Donc l'année prochaine, on parle déjà de budget. On sait déjà qu'on aura le contrat, entre guillemets, parce que c'est des contrats d'1 an. Et Honda a déjà commencé à nous expliquer que la nouvelle moto, la nouvelle 2.5 sortira en 2022 et que donc ils veulent qu'on ait des bons pilotes pour 2022. Donc si tu veux, voilà, on arrive à ce qu'on disait juste avant, que sur du moyen terme, peut-être que voilà, d'ici 2-3 ans, je serais peut-être capable de me battre pour un titre mondial avec les pilotes. D'accord. Les pilotes sur la piste, on voit des courses. Alors, c'est autant à MX2 qu'à MXGP, j'ai l'impression, mais à un niveau très très homogène. On retrouve des gars qui peuvent gagner des manches, et la manche d'après, on les retrouve en train de se battre aux alentours du top 15. C'est le cas avec tes pilotes à toi, hein, parce qu'on voit Nathan qui est capable, je crois que c'est 8e, sa meilleure place de cette saison pour l'instant. Et il y a des manches où il va se battre pendant 20 minutes à la 17e place, quoi. Et c'est pareil, c'est pas que tes pilotes. On retrouve des gars comme Binton, des gars comme Fernandez, tu vois, des mecs qui sont capables de faire des podiums. Et c'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que c'est le championnat le plus relevé qu'on ait jamais vu, ou c'est tout simplement un nouveau début de saison en fait qu'on est en train de voir au mois d'août, puisqu'on vient de reprendre après 5 mois d'arrêt? Alors je pense que effectivement le championnat il est très très relevé. Il est très relevé aussi parce qu'il y a personne qui domine réellement. Alors t'as quand même Tom Vial et Gertz qui sont un poil au-dessus du lot, c'est vrai, mais t'as pas comme t'as eu les années précédentes avec un Prado, un Erling. Là, comme c'est vraiment ouvert, t'as un peu l'impression que tout le monde bosse beaucoup plus pour être champion du monde. Alors qu'avant, bah, tu partais sur un championnat, tu savais qu'Erlings il était là, tu te battais pour faire vice-champion du monde entre guillemets, tu vois, même si dans la tête des pilotes c'était pas forcément ça, mais c'était un peu ça. Et donc c'est vrai que là, le fait que ce soit ouvert au niveau du titre, je pense que voilà, tout le monde se donne à 110% au lieu de 100. Et après, le fait que ce soit homogène comme ça, je pense que ça vient aussi de la piste. On l'a vu au chrono. Au chrono, c'est très, très, très serré entre les pilotes. La piste, elle permet pas vraiment de faire la différence puisqu'elle est pas large. Donc, tout le monde est dans la même trajectoire. Donc, après, ça se joue à pas grand-chose. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est beaucoup plus homogène. C'est difficile de doubler. Donc, un pilote qui part devant, il a déjà fait le gros du travail. D'accord. J'avais une question, toujours pareil, je reviens sur le futur. Toi, dans le futur, dans l'idéal, ça serait quoi pour toi? Avoir un team 450, un team toujours avec les jeunes. Qu'est-ce qui serait l'idéal pour toi d'ici, on va dire, 3 à 5 ans? Ben, moi, j'aime vraiment bien la partie entraînement, la partie préparation. Donc c'est vrai que d'être avec des jeunes, c'est plus intéressant parce que aujourd'hui, si tu me mets team manager du HRC, par exemple, avec Team Geyser, je vais pas lui apporter grand-chose. Je vais pas lui expliquer comment s'entraîner physiquement, je vais pas lui expliquer ce qu'il doit manger, je vais pas. Alors que par exemple, avec Bailey, on en est encore là. On en est encore à attraper Bailey le matin au petit-déj en train de déjeuner des Frosties le jour d'une course. Donc, si tu veux, là, il y a tellement de travail à faire que c'est là que c'est intéressant. Moi, c'est ce qui me plaît. Après, ce qui me plaît quand même par-dessus tout, c'est de gagner des courses. Donc clairement, d'avoir un team avec des pilotes capables de gagner, peu importe la catégorie au final, que ce soit du MX2 ou du MXGP, d'avoir un team avec des pilotes capables de gagner, c'est vraiment ce que je veux à long terme. Quitte à avoir des jeunes à côté. Ça empêche pas d'avoir des jeunes à côté pour continuer un petit peu ce travail-là. Mais voilà, le côté adrénaline d'une victoire, c'est important quand même.
J'ai une question qui n'est pas évidente à répondre parce que on sait que tu es sous le vent Honda, etc. Il y a beaucoup de pilotes qui disent que les KTM marchent très très fort, que si on veut être champion du monde, il faut être sous le vent KTM ou avoir une 2,5 KT en tout cas, un 2,5. Est-ce que toi tu penses que non, c'est-à-dire que toi, avec ton team, avec tes motos, avec tes pièces, avec vraiment tout ce que tu as aujourd'hui, un pilote peut être champion du monde? Alors, je pense qu'on a la réponse déjà avec le départ de Nathan en deuxième manche, parce qu'il part de la 26e grille et il sort 3. Donc mine de rien, je pense qu'on a des motos qui sont compétitives. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, aller se battre contre un team KTM Factory, c'est difficile. En termes de budget, c'est pas du tout la même chose que nous. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, si je donne notre moto à Tom Vial ou à Yago Gertz, ils vont pas être bien loin du top 5. Ils seront peut-être pas aussi bien qu'avec leur moto, mais ils seront pas bien loin du top 5. On a des motos qui sont très très bonnes, donc je pense qu'il faut un peu arrêter avec ce côté si t'as pas de KTM, tu gagnes pas. Parce que si tu regardes le podium MX2 aujourd'hui, je l'ai pas vu, j'étais déjà au camion, mais il me semble qu'il n'y a pas de KT. Hein. C'est Donc, KT Kawa. Donc, Yamaha Kawa. C'est Yamaha Kawa, pardon. Ouais, voilà. C'est ce que j'allais dire. Il me semble que c'est une Yam pour 2 Kawa. Donc clairement, je pense que ça répond à la question de on peut gagner si on n'a pas de KT, c'est sûr. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas une Honda sur le podium, je pense que c'est aussi parce que à l'heure qu'il est, on n'a pas des vrais budgets pour mettre des pilotes capables de se battre dans le top 5. Aujourd'hui, on a voilà, un très très jeune pilote de 18 ans et un pilote qu'on a récupéré en Australie, enfin les deux viennent d'Australie, mais je veux dire pour Bailey, c'est qu'il est jeune et Nathan n'est jamais sorti d'Australie avant de venir chez nous. Donc en termes d'expérience, c'est difficile de demander à un pilote comme ça d'être champion du monde, c'est sûr. Donc non, je pense pas qu'on soit obligé de rouler KTM Factory pour être champion du monde. Surtout qu'on a vu des bons pilotes qui sont sortis de chez toi, et Mitch Evans, Lawrence, sont deux très très bons pilotes qui ont percé et qui sont à l'heure actuelle, qui ont un très très bon niveau et qui arrivent à s'en sortir. Non, c'est sûr, voilà, je pense que on a clairement pas le plus gros team du paddock en termes de budget et de capacité à mettre une moto devant, c'est sûr. Hein, on est loin d'être, comme je le disais tout à l'heure, on est loin d'être un team factory avec un support de l'usine directement. Mais malgré tout, on a ce qu'il faut pour que ça fonctionne et c'est pour ça qu'en 3 ans, enfin 2 ans et demi, on a déjà fait 5 podiums, ce qui est pas rien. Et comme tu le disais, on a 2 pilotes qui sont sortis et qui sont maintenant dans des team factory. Donc c'est notre rôle aussi, hein, c'est de sortir des jeunes pour le moment et de les amener dans les top teams. Donc je pense on fait le boulot. En parlant de jeunes, le jeune Jet Lawrence, toi qui as côtoyé la famille, est-ce que c'est un jeune que tu aimerais avoir dans ton team? Ah oui, mais clairement. Clairement, Jet, quand on a signé Hunter, Jet était avec nous tout le temps. Si on avait pu signer Jet, on l'aurait fait. Clairement, ça aurait été un objectif. Parce que déjà, c'est un gamin qui est super agréable. Il est vraiment, vraiment gentil. Moi, encore maintenant, j'ai été à la Monster Cup l'hiver dernier. Il a traversé tout le Haut-Vent Geico pour venir me dire bonjour. Voilà, c'est vraiment un homme qui est adorable, qui a du talent à revendre. Je veux dire, avec le talent qu'il a, il peut fournir tout le paddock à MX2 ici. Donc non, c'est vraiment un pilote intéressant. Et si on avait pu, on l'aurait signé, mais à ce moment-là, il était déjà hors de prix et c'était déjà trop compliqué d'aller signer un pilote comme lui. D'accord. En parlant de traverser le Haut-Vent, on pourrait faire une visite ou pas? Ou c'est le bordel juste après la course? Ouais, c'est vrai? Non, attends, je branche tout parce que j'étais branché, j'avais plus de batterie sur l'ordi. Ouais. Et avec le téléphone là? Non, avec l'ordi. Avec l'ordi du coup. Ça va pas être simple. Je te galérais un peu. Ouais, ça va pas être simple. C'est ça le vrai live. Tu t'attendais pas celle-là? J'avais pas prévu. Tu vois. Alors, attends. En fait, c'est qu'il faut que je vois surtout ce que je fais pendant que je vous montre. Ouais. Donc là, on a les motos de Sper, les deuxièmes motos. Et donc là, ça travaille. Donc là, c'est la moto de Nathan qui est en train d'être refaite pour le prochain Grand Prix. Les mécanos qui discutent. Ça travaille pas beaucoup là. Voilà, ça bosse pas beaucoup. Là, c'est la moto de Bailey. Là, c'est la moto d'Axel qui, du coup, a un jour d'avance. Donc, celle-là, elle est presque prête. Et ça, après, bon. Je suis pas sûr que je peux aller derrière. Je suis pas sûr que ce soit bien rangé. Attends, je vais contrôler d'abord quand même. Ouais.
Ah, Ça va, c'est ça va. juste après un Grand Prix. Ça, c'est- Laisse tomber le fourgon de Blaise après une course, c'est pas comme ça déjà. Ça va, ça va. Et franchement, on a Piré là-haut qui fait les moteurs. Voilà. D'accord. D'accord. Ça va. C'est Ah. cool. C'est Ouais, cool ça. parfait. Et les motos qui ont roulé à Magesque sont restées en France du coup? Non, en fait, on les a amenés ici parce que on n'avait pas le temps de les refaire avant de partir. Donc, en fait, ils sont en train de les refaire ici. Après, on a la machine à café si vous voulez du café. Pas mal aussi. Ah, du coup, avec le Covid, vous pouvez pas recevoir grand monde, non? Et ouais, on n'a pas le droit. En fait, il y a quasiment personne qui a l'autorisation d'accéder au paddock. Le public n'a pas le droit d'aller dans le paddock et nous, on n'a pas le droit d'aller dans le public. Et, pour les passes, on est limité à 8 passes par pilote en tout, donc pilote compris. Donc tu vois, nous, le staff, on est déjà 10. Mes parents, ça fait 12. Les accompagnateurs des pilotes, 14. Et tu vois, t'arrives vite à 16. Donc clairement, on n'a pas de... Enfin, 8 passes pour les pilotes MX2 en plus, parce que l'Europe, c'est différent. Donc voilà, on peut pas inviter grand monde, clairement. D'accord. D'accord. Bon, Bon, si. mais merci Livia pour ce petit tour de camion. Mais Et juste avant avec qu'on plaisir. clôture ce live, il y a forcément la question du jour. À moins que Blaise ait une autre question. Non, du chapeau. juste j'allais donner le classement du mondial à l'heure actuelle. On a Tom Vas-y. Vial qui est en tête avec 170 points, de Gertz avec 162 points, donc c'est serré, 8 points d'écart. Et Ouais. il commence déjà à creuser l'écart sur Beaton qui est 3 avec 123 points. Voilà, et Maxime Renault, du coup, je vais le dire parce que c'est un Français, il est quatrième avec 116 points. Voilà un petit peu le point sur les 4 premiers du général MX2. Et tes pilotes, du coup, puisqu'on est avec toi, Livia, tu as au général, je sais pas si tu l'as regardé, Et on mais n'est tu pas obligé de le as. dire. Hein. Ah, bah, Non, ça va après, monter. tu sais, c'est pas si dramatique que ça. Non, mais je Après un plaisante, je double plaisante. abandon aujourd'hui, 15e Et du général du mondial, c'est quand même. On voit qu'au final, c'est ultra homogène et qu'il y a même des top pilotes qui se loupent. Non, non, c'est sûr. On voit que, bah, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est homogène, c'est sûr. Après, on voit, comme je disais, que Gertz et Vial se détachent un petit peu du groupe, c'est sûr. Mais après, ça va vite quand même, hein, parce que tu as un Maxime Renault qui est quand même passé à côté de celui-là de Grand Prix, je suis presque sûr, et même celui de dimanche dernier. Il me semble qu'il était 3 en arrivant ici, hein, si ma mémoire est bonne. Et là, tu vois, il y a quand même il y a un gros écart qui s'est créé. Donc, Puis c'est vrai que d'avoir 3 grands prix comme ça en une semaine, ça va vite après. quand on regarde les 10 premiers, très franchement, on a beaucoup de très bons pilotes. Parce que René Hofer qui fait un très beau Grand Prix en Grande-Bretagne est 10. Olsen 9, Watson 8. Donc c'est vrai qu'on a des très très bons pilotes quand même qui sont dans le top 10. Ouais. Hofer à 73 points et Nathan Crawford 48. Donc l'écart pour l'instant n'est pas énorme non plus. Non, c'est sûr, en une bonne manche, tu as vite fait de gagner 5 places au championnat. Hein, et comme tu disais, quand tu regardes un peu le nom des pilotes, un Watson et Olsen, ça part pour être champion du monde. À la base, À la je veux base, dire, ouais. c'est des pilotes quand ils s'entraînent l'hiver, ils s'entraînent pour être champion du monde. Ils négocient leur bonus pour être champion du monde. Donc là, aujourd'hui, ils sont voilà, aux alentours de la 10e place au championnat. C'est là que tu vois que voilà, c'est difficile d'aller jouer devant, que ce soit en MX2 ou en MXGP. Hein, parce qu'en MXGP, Oui. à mon avis, le nom du 10e au championnat, Ça doit être ça du doit faire Prado. rêver aussi. Ça doit être peut-être Bah, c'est Prado, Gauthier quelque chose comme ça. Paulin. Paulin, ouais. C'est Gauthier Ouais, Paulin. voilà. C'est des pilotes qui, clairement, sont aussi capables d'être champions du monde. Exactement. Bon, mais Nico, tu étais parti pour la question non, du jour? pardon, excusez-moi. On va recevoir des messages assassins. C'était le classement du Grand Prix d'aujourd'hui que je regardais. Donc ce n'est pas. Je ne crois pas que ce soit Gauthier Ah. Paulin en fait. Bon. Tu nous l'as mis, mais Bon, c'est pas il grave. est tellement petit que je le vois pas. Non, mais c'est pas grave. Vous irez voir sur amixgp.com et vous trouverez le résultat. Non, on s'en fout, on est avec un team MX2, on parle que du MX2 aujourd'hui. Voilà, c'était Voilà, mercredi. exactement. C'était le mercredi MX2. Mercredi On fera mercredi prochain MX1. C'est ça. Bon, en tout cas, il y a une question. On va pas attendre la semaine prochaine. C'est pour maintenant, c'est la question du jour présentée par CBO Group et 8 Racing, 8-racing.com pour l'équipe déco. Et d'ailleurs, Blaise a refait sa garde-robe là, équipe déco tout neuf sur 2 motos. Là, ça rigole pas. Il s'entraîne pas beaucoup, mais les motos sont jolies. T'as gagné au moins 2 secondes au tour. Au moins. Exactement. Au moins. Bon, il y a une question qui va nous servir à nous tous, pilotes de ligue, pilotes qui sont pas bloqués en Lettonie pour l'instant.
Ok. Où et comment s'entraîner en moto au mois d'août? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse là? Alors, en prenant en compte la situation Covid avec des courses qui sont décalées forcément jusqu'en octobre, tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Où et comment s'entraîner? Bah, alors forcément, ça dépend où tu habites aussi, hein, mais je veux dire, nous dans la région sud-ouest, en ce moment, le spot d'entraînement, c'est clairement le Bud Training Camp. Je veux dire, nous, on y a passé tout le mois de juillet. Il y a quand même une piste qui est magnifique pour bosser, c'est le top. Ils arrosent et ça, je pense qu'en plein été, c'est quand même pas négligeable. Donc voilà, moi, de là où j'habite, je dirais le Bud Training Camp. C'est vrai que je pense que par contre, c'est un peu excentré pour certaines personnes. Donc, j'imagine qu'il y a d'autres options pour les Alsaciens ou même le Sud-Est. Mais bon, voilà. En tout cas, pour toute la partie Sud-Ouest, moi, je dirais Bud Training Camp. D'accord. Donc pas forcément. Oui, voilà. En fait c'est là où on peut rouler souvent, là où c'est ouvert au final, parce que c'est vrai que c'est compliqué de s'entraîner au mois d'août. On a très peu de pistes ouvertes et celles qui sont ouvertes, forcément, sont plutôt sèches. Non, voilà, c'est ça. C'est la difficulté du mois d'août, c'est clairement l'arrosage. Donc, on a de la chance, nous, dans la région, où on n'a quand même pas que là, hein, puisque on a Mont-de-Marsan aussi qui nous a ouvert récemment avec l'arrosage. On a d'autres pistes, c'est sûr. Mais je pense que voilà, le plus important au mois d'août, c'est de pouvoir rouler avec un peu d'arrosage parce qu'en plus, bah, la poussière, malgré tout, c'est dangereux, quoi. C'est vrai que s'il y a beaucoup de pilotes sur la piste, ça peut vite être catastrophique. Donc, je pense que peu importe la région, il faut essayer de se rapprocher d'un club qui est entre guillemets plus professionnel que les autres et propose quelque chose avec, voilà, avec de l'arrosage et un peu de préparation de piste. Bon, Nico, on va devoir aller rouler Très chez bien. Bud, quoi. Ah bah, de toute façon, tu vas pas avoir le choix, hein, pour préparer le Touquet, c'est Voilà, plus mais un stade vers le chez plus vous, proche. ça arrose aussi. Oui, chez nous quelques-uns, ouais. Oui, c'est vrai. On en a on en a pas Ah, mal, ouais, pareil, clairement. sur Natural Park, chez Et, Vans, il faut aller et dans même l'Aveyron, il y en a quelques-uns. Buzy, ils arrosent aussi. Ouais, Pas mal. ouais, Bah, comme tu disais, c'est pas ouvert tous les jours. Tu vois, il y a non, c'est c'est sûr. difficile d'avoir un terrain C'est qui est sûr que ouvert c'est régulièrement. difficile d'aller trouver une piste ouverte tous les jours avec l'arrosage et voilà des bonnes conditions d'entraînement. C'est vrai que ça se fait rare en France, quoi. Il y a quelques grosses pistes comme ça en Italie ou en Belgique, mais c'est vrai qu'en France, les grosses pistes comme ça qui ont une approche professionnelle, pardon, c'est rare. Très bien, Très bien. merci Bah, Livia. écoute, merci beaucoup. Ouais, Parfait. merci Livia, c'est Mais cool merci d'avoir à pris du vous. temps entre trois grands prix, si j'ose dire, en les bloquer en Lettonie. Tu sais, j'avais ça à faire ou aller regarder la piste ou traîner dans le paddock. Et Au la piste, final, tu dois la connaître maintenant, je pense, c'est celle-là. ah ouais, non, mais la piste, oui, non, c'est sûr que je la connais en long, en large et en travers. Mais non, non, ça fait plaisir, c'est cool. Merci de m'avoir invité pour ce faux live. Et puis, à la prochaine. Et Ça merci roule. beaucoup. Bon Ben, courage. à la prochaine. Et nous, on se retrouve semaine prochaine, Nico? Ouais, normalement. Vu que t'es en Ouais. vacances, Ouais, non, ben tu non, vas m'expliquer vu que comment je suis tu fais, mais ouais, vu que je suis ok. en vacances, ça sera semaine d'après, du coup. Voilà. Bon, Allez, ça marche. Salut à allez, tous. À très bonne bientôt. soirée. Ça Salut à tout le marche. monde. Ciao, ciao.